Si vous en avez assez de votre travail, si vous avez envie de vivre de l'immobilier, peut-être si vous avez envie de liberté financière, eh bien, si vous êtes à la bonne place et on va parler de tout ça. Ce soir, on va parler comment, en fait, arrêter son travail assez rapidement, sachant que j'ai accompagné un certain nombre de personnes comme vous qui avaient envie de transformer votre vie. Donc, je vais vous dire comment eux ont fait et comment moi également j'ai fait. Alors déjà, qui je suis? Donc un certain nombre d'entre vous me connaissent, mais pas tous. Donc rapidement, je vous fais une présentation. Donc j'ai 35 ans d'expérience dans l'immobilier, 35 ans d'investisseur immobilier derrière moi. J'ai construit un parc important, conséquent, hein, puisque j'ai créé un parc qui a compté jusqu'à 1000 biens. J'ai à peu près tout fait dans l'immobilier. J'ai fait, bien sûr, pas mal de marchands de biens, des opérations de promotion immobilière, plusieurs milliers de logements en promotion immobilière. J'ai tout connu de l'immobilier depuis plus de 35 ans. J'ai connu les hauts de l'immobilier, j'ai connu les bas de l'immobilier, j'ai connu les crises de l'immobilier. Quand j'ai démarré donc dans les années 90, donc j'ai démarré en pleine crise, une crise très aiguë, rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. J'ai connu ensuite, au moment de la guerre du Golfe, il y a eu une crise également qui n'a pas été très violente, et au moment de la crise des subprimes également qui n'a pas été très très violente. On va en reparler. Pour moi, on est en sortie de crise, donc c'est vraiment le bon moment pour investir, développer son parc immobilier. Selon moi, on est en sortie de crise immobilière. On n'est pas en sortie de crise du logement. Au contraire, on est en pleine crise du logement. On va le voir pourquoi, parce qu'il n'y a pas assez de construction neuve. Mais au niveau de la crise immobilière, on est en train d'en sortir avec la baisse des taux. Donc, j'ai connu les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, une introduction en bourse, une vente d'entreprise, j'ai gagné énormément d'argent. Et puis, j'ai connu des bas également, puisque j'ai connu un dépôt de bilan. Donc voilà, vraiment une certaine ouverture par rapport à ça. Dans l'entrepreneuriat, on a des hauts et on a des bas. J'ai à peu près tout connu. Donc voilà, vous pouvez vous également vous présenter en toute authenticité, toute transparence. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai écrit plusieurs livres. Alors, un livre qui s'appelle « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens ». Osons une vie pleine de sens est le titre principal. C'est un livre dans lequel je dévoile pas mal de clés pour entreprendre, pas mal de clés également de résilience, de développement personnel. Enfin, c'est assez intéressant. En tout cas, très intéressant selon les personnes qui l'ont lu. Et puis, un autre livre aux éditions Maxima, 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières, qui a du succès et d'ailleurs qui va être édité. Donc, j'ai eu la confirmation de notre éditeur il y a quelques jours. Donc, ce livre va être réédité donc à l'automne, justement parce qu'il a très bien fonctionné. Donc, si vous ne le connaissez pas, il y a pas mal de choses pour les investisseurs immobiliers, pas mal de clés. Alors, bien sûr, je partage dans le livre des expériences personnelles. Je prends des exemples personnels, je vais en prendre ce soir. Alors, c'est pas pour me mettre en avant, peu importe. Mais c'est simplement pour vous essayer des ponts avec votre vie à vous. C'est-à-dire que je vais prendre des exemples personnels, je vais prendre également des exemples d'étudiants. Donc à moi, j'ai formé plusieurs centaines de personnes à l'investissement immobilier. Et donc c'est beaucoup plus parlant pour moi de prendre des exemples réels, des études de cas. Voilà, on va en parler ce soir. Donc premier point, pour se professionnaliser, c'est de multiplier les opérations à forte rentabilité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opération à forte rentabilité? Pour moi, c'est une opération qui va vous donner une rentabilité supérieure à 11% brut. Alors, certaines personnes me disent « Ouais, mais c'est difficile de trouver des opérations supérieures à 10% brut, encore plus 11% ou encore plus 12%. » Je vous rappelle simplement en deux mots la rentabilité. C'est le loyer annuel divisé par le coût de revient de l'opération. C'est tout simple. Et il faut absolument que ce soit supérieur à 10%. Plein d'étudiants Imosen, la plupart des étudiants Imosen ont des rentabilités aujourd'hui supérieures à 10%. Je vous donne quelques exemples en ce moment. Hein. Evry, une rentabilité supérieure à 17% sur une coloc. Saint-Lary, une rentabilité de 20%. Saint-Lary, donc dans les Pyrénées, parce qu'il y a la double saison, en fait, la saison d'hiver et la saison d'été, ça fonctionne très bien. Bernay, rentabilité supérieure à 12%. Lunéville, rentabilité supérieure à 11%. Valenciennes,
rentabilité supérieure à 11% sur plusieurs immeubles, etc., etc. Donc tout ça, c'est des exemples d'étudiants Imosen actuels. Hein, c'est pas des choses qui datent. Donc c'est tout à fait possible et c'est tout à fait possible pour vous également. On va en parler, de trouver des opérations à forte rentabilité. Plutôt viser des immeubles de rapport ou des appartements qui vont avoir une rentabilité intéressante. Pour ça, allez plutôt chercher des biens avec des défauts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien avec des défauts? C'est un bien qui est au rez-de-chaussée. Voilà, souvent les primo-accédants n'aiment pas les biens qui sont au rez-de-chaussée. C'est un bien qui n'a pas de parking, par exemple. C'est un bien qui est orienté nord. C'est un bien qui est au 3e, par exemple, sans ascenseur, etc., etc. C'est un bien qui est mal classé énergétiquement également. Ça, on en a beaucoup parlé. Ce sont des biens avec des défauts. Donc, aujourd'hui, comme le marché est plus difficile, les investisseurs, les primo-accédants n'en veulent pas. Ils veulent pas non plus faire de travaux importants. Et donc, nous, investisseurs immobiliers, on va aller chercher ces biens-là. C'est ça qui va faire la différence. Bien sûr, on va les négocier. Ça, on va en parler également. Mais il y a un pouvoir aujourd'hui de négociation de l'acheteur qui est vraiment important. Et moi, j'aime bien ces périodes-là. Sincèrement, j'ai pas trop aimé la période il y a 2-3 ans, Covid, sortie de Covid, où tout s'arrachait. Il fallait prendre des décisions dans la journée. Aujourd'hui, on a plus de temps et l'acquéreur reprend du pouvoir. Donc, c'est pas parce qu'un bien est affiché à 100 000 euros, par exemple, que vous allez acheter 100 000 euros. D'accord ? On va le voir. Pour répondre, par exemple, Patricia, pardon. Pour répondre à Patricia, moi j'ai une aide importante parce que je connais pas évidemment parfaitement toutes les régions de France, j'en connais pas mal, mais je connais pas toutes les villes et toutes les régions de France. C'est ChatGPT. Et ça, vous pouvez tout à fait interroger ChatGPT. Je l'ai fait pour moi par curiosité il y a quelques jours. J'ai fait sur ChatGPT, j'ai marqué ChatGPT, voilà, je suis investisseur immobilier, donne-moi les villes qui sont dans un rayon de 100 km autour de Rouen, donc en Normandie, dans lesquelles je vais pouvoir obtenir une rentabilité supérieure à 10%. Et ils m'ont donné une liste. Même chose, ChatGPT, donne-moi une liste de villes à 100 km autour de Rouen, c'est un exemple, dans lesquelles les prix au mètre carré sont inférieurs à 2000 euros. Et ChatGPT m'a sorti un certain nombre de choses vraies, parce que je suis originaire de Rouen. Aujourd'hui, je vis dans le sud-ouest, mais je suis originaire de Rouen. Et donc, ça m'a sorti Dieppe. Pour ceux qui connaissent la Normandie, ça m'a sorti Dieppe, ça m'a sorti Le Havre, ça m'a sorti Yvetot, etc. Et oui, ça correspond parfaitement bien. Donc, c'est un exemple, mais Patricia, vous pourriez faire exactement la même opération dans le 06, à je sais pas 3/4 d'heure de chez vous, par exemple. Voilà, quelles villes vont vous offrir une forte rentabilité ou un prix au mètre carré donc peu élevé. Voilà, ChatGPT, c'est une aide à la décision. Voilà, bon, il faut le prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais qui peut vous aider. Maintenant, comme je vous disais, le prix affiché, c'est pas forcément le prix auquel vous allez acheter. Donc, j'ai régulièrement des étudiants qui me disent bah oui, mais regarde, c'est affiché trop cher, on est trop cher au mètre carré, ça va pas. Je dis attends, c'est pas parce que c'est affiché encore une fois à 100 000 euros que tu vas l'acheter 100 000 euros. Donc, il y a vraiment un pouvoir de négociation important aujourd'hui. Un exemple vécu concret de la semaine dernière pour moi. Donc, moi, je suis au Pays Basque et j'investis plutôt dans des immeubles mais pour en faire des boutiques hôtels en fait. Et par rapport à ça, un immeuble qui correspondait bien à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un immeuble de caractère, de charme, plutôt centre-ville, était à vendre 1,7 million à l'entrée de Saint-Jean-de-Luz. Et donc, je vous passe les détails parce que sinon ça va être un petit peu long, mais j'ai entamé une négociation. On était en concurrence avec des marchands de biens. Les marchands de biens, j'ai fait parler beaucoup le vendeur, j'ai fait parler beaucoup l'agent immobilier parce que je voulais absolument savoir combien avait proposé notre concurrent, entre guillemets, donc le marchand de biens. Je l'ai su. Je me suis positionné juste au-dessus du marchand de biens et j'ai fait une offre et finalement qui s'est terminée à 1,250 million. Et donc, 1,250 million au lieu d'1,7 million, ça fait 23% de négo.
Pourtant, on est au Pays Basque, et pourtant, le Pays Basque est une région très dynamique où les possibilités de discussion sont assez faibles. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi, tu peux te permettre d'acheter des immeubles à 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Peu importe, sincèrement, que ce soit 1 million d'euros ou que ce soit 100 000 euros, c'est exactement le même raisonnement et exactement la même chose. Donc vraiment, pas de souci par rapport à ça. Même si je vous parle de temps en temps en millions d'euros, qui peut paraître pour certains important, mais j'ai commencé comme vous. Hein. J'ai commencé à zéro, sans argent, sans aide particulière et sans formation. Il n'y avait pas tout ce qui se passe sur le net. Il n'y avait pas de masterclass comme ça sur le net quand j'ai démarré. Donc j'ai fait certainement plus d'erreurs que ce que vous allez faire. Mais aujourd'hui, retenez qu'il y a une forte possibilité de négociation. Ça va peut-être pas durer, mais je pense que tout 2024, il y a vraiment encore possibilité de faire de très belles opérations et de très belles négociations. Quand vous faites une simulation pour acheter un bien, pour atteindre les 10, 11, 12%, voire plus, faites une simulation en location nue. Tout simplement parce que la location nue, c'est, on va dire, le pire des cas. C'est-à-dire que la plupart des, alors pas tous, mais Bernay, Lunéville, Valenciennes, Angoulême, même dont je pourrais vous parler, tous ces investissements qui ont été faits donc à plus de 10%. Patrice qui est là ce soir à Lourdes, je sais plus combien tu m'as dit Patrice, mais on était à plus que ça, à beaucoup plus que ça. Donc il y a vraiment des possibilités intéressantes, mais ce que je vous conseil, c'est de faire d'abord une simulation en nu et que la simulation en location nue, donc location à l'année en longue durée, vous donne ces 10 ou 11%. Rien ne vous empêche de faire du meublé derrière. Et bien sûr, si vous faites du meublé derrière, voire de la location courte durée derrière, vous allez avoir une rentabilité encore bien supérieure aux 10 ou 11% dont on parle. Mais c'est du plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, bon, on sent vraiment qu'il y a une vague anti-location courte durée, une vague anti-Airbnb, et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête de nos gouvernants. Il pourrait y avoir une interdiction ou un durcissement de la fiscalité du loueur meublé, non professionnel. Donc voilà, moi je préfère avoir un plan A, un plan B. Donc le plan A, ça pourrait être, oui, pourquoi pas la location courte durée en meublé à forte rentabilité, donc 13-14%, mais toujours avoir un plan B, et là, le plan B, ça serait la location à l'année, donc supérieure à 10 ou 11%, d'accord. Ça, c'est important pour bien sécuriser votre investissement, et je peux vous assurer qu'en location nue, il y a tellement une pénurie de logements aujourd'hui que vous allez louer sans aucune difficulté, vraiment. Donc aujourd'hui, dans n'importe quelle région de France, on va dire, quand une annonce pareille, il y a plusieurs centaines de réponses donc à cette annonce, à cette offre de logement en quelques heures. À Paris, ça peut même être quelques milliers donc c'est de la folie, tout simplement parce qu'on manque de logements, parce que on est en pleine crise du logement aujourd'hui, parce que le neuf s'est complètement écroulé, donc, comme le neuf s'est complètement écroulé, il y a moins de logements sur le marché. Et nous, qui sommes spécialisés dans l'ancien, eh bien, on va faire de très, très belles opérations. Voilà, merci Ludovic. Oui, très bon tips. Ok. Mais non, c'est avec plaisir. Si vous pouvez retenir un certain nombre de tips, comme les appelle Ludovic, ou de trucs, on va dire, de choses que vous allez pouvoir appliquer, de choses qui résonnent en vous. En fait, peut-être je vais vous parler de pas mal de choses ce soir. Et s'il y a certaines choses qui résonnent en vous, qui font écho chez vous, eh bien testez-les, simplement testez-les, appliquez-les, et puis vous verrez ce que ça peut donner. Donc, on est dans le premier point qui est de multiplier les opérations donc à forte rentabilité. Donc, dans les choses à éviter les locations les investissements plutôt dans la location commerciale. Donc, éviter d'acheter des murs commerciaux, éviter d'acheter des murs de bureaux et éviter également d'acheter dans les grandes villes. Donc, pourquoi est-ce qu'on évite d'acheter dans les grandes villes? Parce que c'est trop cher, tout simplement. Ça serait moins cher, aucun souci, au contraire. Donc, à part quelques villes comme Mulhouse ou autres, il y a encore donc un certain nombre de grandes villes où on peut encore investir, où c'est pas trop cher. Mais sinon, la plupart des grandes villes, Bordeaux, Lyon, Paris, etc., même si les prix baissent, sont encore très élevés, donc une rentabilité relativement faible. Donc, je déconseille d'investir vraiment dans les grandes villes encore aujourd'hui.
Éviter les locaux commerciaux. Autant c'était à la mode d'investir dans des locaux commerciaux il y a 15 ou 20 ans. Voilà, un bon investisseur immobilier devait acheter des murs commerciaux il y a 15-20 ans. J'en ai acheté beaucoup. Voilà, aujourd'hui, on les revend les uns après les autres. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et même si vous avez une forte rentabilité en investissant dans un mur commercial, malheureusement, avec les dépôts de bilan, ça tourne. Et autant relouer un logement, ça se fait, on va dire, dans les heures qui suivent une annonce. Autant relouer un local commercial, c'est beaucoup plus long. Et nous, on a certains de nos locaux commerciaux qui sont vides, qui restent vides pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, suite à un dépôt de bilan, par exemple, d'un locataire. Donc, vraiment, je vous déconseille aujourd'hui les locaux commerciaux. Encore plus, alors, bien sûr, il y a des exceptions. Si vous me parlez d'investir dans un mur commercial en plein centre de Bordeaux à 12% de renta, je vais vous dire, OK. Mais d'une manière générale, c'est à éviter. Et surtout, éviter tous les métiers de bouche. C'est-à-dire éviter d'investir dans des murs de restaurants, dans des murs de bars. Vous voyez, ça vraiment, c'est à éviter. Donc là, vraiment, on est à risque quand on fait ça. Ça tourne beaucoup de dépôts de bilan dans ce domaine-là. Dans les tips également, n'attendez pas l'opération du siècle. Parce que j'ai certaines personnes autour de moi qui me disent « Oui, mais attends, pour me lancer, j'attends d'avoir une opération incroyable, une opération par exemple avec plus de 20% de rentabilité. N'attendez pas l'opération du siècle. » Alors oui, il va y en avoir quelques-unes, mais vous voyez, de mon côté, j'investis chaque année en immobilier, donc depuis 35 ans. Oui, j'ai fait des opérations exceptionnelles. Alors, pour moi, une opération exceptionnelle, c'est une opération qui présente une rentabilité de plus de 20% par an, ou c'est une opération qui présente une plus-value, hein, quand on fait du marchand de biens, de 150 ou 200%. Vous voyez, on multiplie par 2, par exemple, la valeur du bien. Il y en a dans une carrière d'investisseur immobilier, il y en a dans une carrière. Mais n'attendez surtout pas l'affaire exceptionnelle pour vous lancer. Non, simplement lancez-vous sur une affaire traditionnelle, une affaire qui va être à 10 ou 11% de rentabilité en nu, comme je vous disais avant. Et puis, oui, bien sûr, vous allez sourcer régulièrement, vous allez trouver régulièrement de nouveaux biens, et un jour, vous allez trouver une opération incroyable. Mais surtout, ne l'attendez pas, parce que sinon, vous allez mettre beaucoup de temps à démarrer, et en plus, vous ne serez pas prêt, parce que comme vous n'avez pas fait d'opération préalable, vous ne serez pas prêt à faire, on va dire, l'opération du siècle. Autre point également, oui, je vois qu'il y a des questions. Alors, je ne vais pas trop dévier quand même de la conférence, mais n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat et j'y réponds en fin de conférence, vraiment avec plaisir et je vous promets que je le ferai. Spécialisez-vous. Que ce soit pour les opérations d'achat-revente ou pour les opérations à forte rentabilité, spécialisez-vous. Il n'y a pas de... Moi, je connais autour de moi certains investisseurs dans des parkings ou dans des garages qui ont des fortes rentabilités. Ils se sont spécialisés dans ce domaine-là. Pourquoi pas? C'est pas du tout mon truc. Mais pourquoi pas? Je connais autour de moi des investisseurs qui sont spécialisés dans les travaux. C'est-à-dire que dans des biens immobiliers, des appartements ou des maisons avec travaux. Je connais des investisseurs qui sont spécialisés dans la division. Donc, ils prennent un bien et le divisent. On va revenir dessus tout à l'heure. Ou dans l'agrandissement, ou dans la surélévation, ou dans l'aménagement de combles. Peu importe. Spécialisez-vous. Également, par rapport à votre secteur géographique. C'est pas la peine de parcourir les 4 coins de la France pour investir. Mais par contre, le secteur que vous allez choisir, la Normandie, le Pays Basque, le PACA, peu importe, généralement c'est là où on habite, eh bien spécialisez-vous dans ce secteur-là, connaissez parfaitement le secteur, et vous allez bien le connaître en regardant un petit peu ce qui se diffuse, en répondant à des annonces, etc. Voilà, surtout, soyez un spécialiste de votre secteur. Nous, par exemple, pour revenir à mon cas, on est des spécialistes dans les boutiques hôtels de charme. On investit dans des boutiques hôtels, donc dans des immeubles anciens, dans des immeubles de charme. C'est notre truc. Donc, je connais parfaitement ce marché-là. Je sais parfaitement à quel prix je peux acheter ou pas acheter, etc., etc. Donc, et on multiplie donc les investissements donc dans ce domaine-là parce que je connais très bien ce secteur. Donc,
je vous dis pas de vous spécialiser dans les boutiques hôtels, c'est certainement pas ça, c'est pas là où il faut que vous alliez, mais quel que soit le secteur dans lequel vous allez, voilà, devenez un spécialiste de ça. Donc, multipliez les opérations à forte rentabilité, faites des opérations régulières comme ça, chaque année, 1 ou 2 opérations par exemple. Ça va vous aider. Également, autre point important, ça va être mon deuxième point important, c'est de sourcer en permanence plusieurs opérations, d'avoir en permanence plusieurs opérations sur le feu. Donc, de mon côté, par exemple, j'ai en permanence 2 ou 3 opérations possibles. Alors, certaines vont se faire, d'autres ne vont pas se faire, mais ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise parce que si j'ai un refus sur une opération, sincèrement, c'est pas grave, j'en ai une autre en cours. Alors que si vous misez tout sur une opération, vous travaillez des mois sur une opération, vous faites des devis, etc., etc., et puis qu'au bout de 2 ou 3 mois où vous êtes centré sur cette opération, finalement, il y a un refus de la banque, du vendeur, du permis de construire, ou je sais pas, sincèrement, vous allez prendre un coup au moral. Donc, tranquille. Voilà, si vous sourcez en permanence 2 ou 3 opérations, vous serez beaucoup plus serein. Autre exemple, donc là je vous parle d'Espagne, où on vit 5 mois par an, et on investit également en Espagne. On a fait une proposition sur un immeuble il y a 2 mois et demi, pareil, pour en faire un boutique hôtel au centre de Ravea, là où on est. L'immeuble était affiché 600 000 euros, et j'ai fait une proposition à 450 000 euros. Le vendeur a fait une contre-proposition, c'est souvent le cas, vous savez, quand on négocie comme ça. Le vendeur fait une contre-proposition, il a fait une contre-proposition, pardon, il était affiché à 700 000 euros, pardon, il était affiché à 700 000 euros, j'ai fait une contre-proposition à 450 000, le vendeur a fait une contre-proposition à 600 000, que j'ai refusé, peut-être c'est dommage, mais j'ai dit à l'agent immobilier, j'ai dit non, mais t'inquiète pas, on va revenir dans 4-5 mois, ça sera pas vendu, on va revenir dans 4-5 mois, et il va accepter notre proposition. Je me suis planté, donc j'ai appris il y a 2-3 jours que l'immeuble avait été vendu à un Anglais qui veut faire la même opération que nous. Ok, si j'avais eu que cette opération en cours, sincèrement, j'aurais été vraiment déçu. Là, c'est pas grave, sincèrement, c'est pas grave. J'ai Saint-Jean-de-Luz, dont je vous ai parlé avant, qui est en train de se faire. Vous voyez, je sais bien que sur les 2 ou 3 opérations en cours, tout ne se fera pas. Mais je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein, et c'est ce que je vous invite également à faire. Donc Patrice, par exemple, qui cherche d'autres opérations, eh bien, je permets de tutoyer Patrice parce qu'on se connaît. Il est dans le groupe Imosen que je suis. Et Patrice, je t'encourage à sourcer plusieurs opérations et avoir 2 ou 3 opérations en même temps. Et il y en a au moins une qui va sortir. Ce que je vous invite également, c'est sur chaque opération avoir un double regard, c'est-à-dire un regard sur la rentabilité de l'opération, donc c'est la rentabilité supérieure à 10% dont je vous ai parlé, et un regard sur l'achat-revente. On va en parler un petit peu plus tard de l'achat-revente ou du marchand de biens. Mais si vous voulez, pour moi, c'est important quand vous réalisez une opération, vous regardiez 2 choses. Vous simulez 2 choses. Vous simulez la rentabilité du bien. Et puis, si la rentabilité est correcte, eh bien, vous simulez également l'achat-revente. Donc, vous achetez le bien. Si c'est un bien, par exemple, dans lequel on peut faire 3 ou 4 appartements, c'est un exemple, eh bien, vous regardez le coût de réhabilitation des 3 ou 4 appartements, le prix de vente des 3 ou 4 appartements si vous les revendez une fois que la réhabilitation est faite. Et si tout ça, ça donne une marge supérieure à 30% par rapport au prix de vente, je vous donne un exemple, vous achetez un bien 100 000 euros, vous le revendez vous achetez un bien, on va dire 70 000 euros, vous faites 30 000 euros de travaux avec les frais divers, donc ça fait 100 000 euros de coût de revient, vous le revendez 130 000 euros, donc ça fait une marge de 30%, eh bien là, c'est intéressant. Et si en plus, ce bien immobilier que vous avez acheté, que vous achèteriez 100 000 euros, il vous donne une rentabilité de 10%, tous les indicateurs sont au vert, l'indicateur rentabilité est au vert, l'indicateur plus-value est au vert, allez-y les yeux fermés. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que je fais moi systématiquement et que je vous invite également à faire de votre côté systématiquement.
Ouais, je vais vous parler maintenant d'accès au financement. De temps en temps, je saisis des questions, mais je vois Gildas qui parle d'investir dans le neuf. Alors là, tout de suite, je réponds parce que là, c'est assez catégorique. Évitez le neuf. Évitez le neuf. Évitez les produits gérés. Le produit géré, si vous voulez, c'est le produit Pierre et Vacances, c'est le produit EHPAD, la résidence senior, si vous voulez qu'on vous livre clé en main et sur lequel vous allez avoir une rentabilité de 3, 4, 5%. Évitez. Non, là, la bonne affaire, elle est faite par le promoteur, éventuellement par le gestionnaire, par le conseiller en gestion de patrimoine ou par l'agent immobilier qui vend, et pas par vous, c'est clair. Donc, bon, je suis peut-être un peu brutal, je suis désolé, mais j'ai fait ce type d'opération, donc je connais. Non, les bonnes opérations, alors surtout aujourd'hui, où le neuf s'écroule complètement, non, les bonnes opérations, vous allez les faire dans l'ancien, avec, oui, des travaux, mais vous les ferez pas en achetant du neuf. D'accord, Gildas? Voilà, j'ai fait une parenthèse rapide, mais ça me semblait important de le développer. Voilà, il y a d'autres questions, hein, bien évidemment, mais j'y répondrai tout à l'heure, entre autres à Nathan, Xavier, Yann, etc. Sans problème. Ouais, accès au financement. Parce que vous allez me dire, bah ouais, mais comment je fais pour accéder au financement? Tu nous dis multiplie les opérations, ok, mais moi j'ai une capacité de financement limitée. Comment je fais? C'est normal. On a tous été comme ça. Tous les investisseurs immobiliers passent par là. Je suis passé par là. Les étudiants Imosen passent par là. Je vous donne quelques clés. D'abord, une clé, c'est de vous endetter au maximum de votre capacité d'endettement. Et ça, en permanence. Moi, ce qui a fait mon succès, hein, ce que je vous dis, j'ai commencé sans argent, etc., sans aide, c'est que j'ai pas réfléchi. Dès que j'ai eu une capacité d'endettement, j'ai acheté. Je vous donne l'exemple d'un investisseur que je suis, que je conseille, un jeune, tout jeune. Il termine ses études, il prend son CDI, donc il va voir la banque. La banque lui dit, bah voilà, avec votre CDI, vous pouvez emprunter au maximum 170 000 euros. Il dit OK. Donc il trouve un bien à, je sais plus, 130 000 euros. Il fait 20 ou 30 000 euros de travaux, etc. Il y a eu quelques frais d'agence, frais de notaire. Et donc ça faisait 170 000. Et il a revendu ce bien. Il l'a revendu avec une plus-value de presque 100 000 euros, enfin 90 ou 95 000 euros. 6 mois après. Donc il en a fait sa résidence principale en fait, donc c'était un jeune, il en a fait sa résidence principale, il a revendu exonéré de plus-value parce que c'était sa résidence principale, et il a fait une super plus-value. C'est un bon raisonnement. C'est un bon raisonnement, il a été au taquet de sa capacité d'endettement. Après, bah, avec les 90 000 euros qu'il a récupérés, bah, il va faire une autre opération avec un petit peu plus importante, etc., etc. C'est exactement comme ça que j'ai démarré, moi, il y a longtemps maintenant. Il y a plus de 35 ans, j'ai démarré comme ça. J'ai acheté un appartement. Alors à l'époque, on était en francs, mais aujourd'hui, ce serait peut-être 50 000 euros. Vous voyez, 50 000 euros. J'ai fait quelques travaux, j'y ai habité, je l'ai revendu, j'ai fait une deuxième opération, etc., etc. Mais en tout cas, la clé pour moi, c'était dès que j'avais une capacité d'endettement, j'achetais. Moi, il y a certains étudiants que je suis dans mes groupes émergence ou autres, et qui ont déjà fait de l'investissement immobilier, qui se sont lancés en tant qu'entrepreneurs, et puis finalement qui n'ont pas des bilans positifs. Donc simplement, ils sont en train de reprendre un CDI, il y en a plusieurs comme ça, ils sont en train de reprendre un CDI, c'est alimentaire, ils vont faire ça pendant quelques mois, juste pour leur redonner de la capacité d'endettement, pour investir. Voilà, pourquoi pas, ça peut être une solution. Après, ce que je vous invite à faire, c'est assez rapidement, c'est investir dans le cadre d'une société. Pourquoi? Parce qu'à terme, alors là, je vous donne la vision. Là, je vous donne la vision. Bien sûr, ça va pas se faire la première année, mais peut-être la deuxième ou la troisième année. La banque va regarder les résultats de votre société et non plus vos revenus perso. Donc, ça change tout, si vous voulez. Moi, par exemple, quand je fais un emprunt à la banque, depuis 25 ans, je crois, les banquiers ne m'ont plus jamais demandé mes revenus. Ils s'en foutent complètement. Ils regardent uniquement les résultats de notre société holding, en fait.
Et ça sera la même chose pour vous. Je vous dis, ça se fait bien sûr à moyen terme, mais c'est ce que je vous invite à faire. C'est pour ça qu'il faut investir assez rapidement en société. Ça peut être une SCI à l'IS ou une SAS ou peu importe. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais ça peut être intéressant. Et pour revenir donc toujours au financement, là également, alors, ouais, je vais rentrer peut-être un peu plus dans le détail des sociétés. Juste pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'investissement en société ou avec les sociétés, il y a deux grands types de sociétés, si vous voulez. Il y a les sociétés civiles et il y a les sociétés commerciales. Société civile, c'est par exemple la SCI, Société civile immobilière. Ça, c'est traditionnel quand on investit dans l'immobilier. Puis la société commerciale, la SAS par exemple. Bon. À terme, ce que je vous invite à faire, et là je me situe vraiment, je me projette dans quelques années, je vous invite à avoir une société holding et 2 ou 3 filles, on va commencer par 2 filles, une fille qui ferait de l'achat-revente et une fille, une filiale si vous voulez, qui fait de la rentabilité, d'accord, des opérations long terme. Donc, une filiale achat-revente et une filiale opération long terme. Ça n'a strictement rien à voir, c'est pour ça qu'on sépare bien les deux. Et l'idéal, et là également je vous donne la vision, c'est que là dès maintenant vous pouvez créer une SCI pour votre prochain investissement, une SCI à l'IS. Alors il y a deux formes de SCI, il y a la SCI transparente à l'IR et puis il y a la SCI à l'IS. On va partir sur une SCI à l'IS. Vous allez valoriser, vous allez demander à un commissaire aux apports, commissaire aux comptes, expert comptable, de valoriser en fait votre SCI. Admettons que votre SCI, elle vaut 100 000 euros, 200 000 euros, enfin, peu importe. Eh bien, vous allez apporter les titres de votre société à la société holding, ce qui va donner en fait à votre société holding un capital de 100 000 euros dans l'exemple que j'ai pris. D'accord? Donc, c'est la valeur de votre société initiale, en fait, va devenir le capital de votre société holding. Et ça peut être sympa d'avoir une société holding avec un capital de 100 000 euros ou 500 000 euros, ou 1 million d'euros, hein, bien sûr, peu importe là où vous en êtes. Vous pouvez faire valoriser une filiale, mais également 2 ou 3 filiales, peu importe le nombre de filles que vous avez. Et voilà, ça c'est la vision, si vous voulez, dans 3, 4 ans hein, ou 5 ans. Mais il faut commencer. Donc, si vous êtes en train de commencer, eh bien commencez simplement par une SCI à l'IS, ça sera très bien, vous la ferez valoriser. Derrière, moi, je suis pas pour faire des frais inconsidérés et créer une société, faire des bilans, etc. C'est des frais. Donc, allez-y doucement. L'avantage de la société holding, si vous voulez, c'est que vous pourrez mettre dans votre société holding à terme ce qu'on appelle les services supports. C'est-à-dire que vous pourrez mettre la comptabilité, vous pourrez mettre le juridique, vous pourrez mettre du marketing, vous pourrez mettre de la communication, vous pourrez être salarié également de votre groupe. Donc, vous pourrez être salarié, si c'est une SAS qui est la société holding, vous pourrez être salarié de la SAS, vous voyez. Vous mettez vos services supports et ensuite vous les refacturez aux filles. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, tous nos services supports, c'est beaucoup plus simple si vous voulez d'avoir des salariés, enfin, on a plusieurs salariés, mais même si vous êtes tout seul salarié, c'est beaucoup plus simple que vous soyez dans la société holding et puis vous refacturez aux filiales plutôt que vous soyez à 50% dans une société, 50% dans l'autre société, etc. Donc, vous pouvez mettre les services support. Dans une société holding également, vous avez des flux de trésorerie. Donc, vous pouvez vous établissez une convention de trésorerie entre les différentes structures et vous pouvez faire circuler la trésorerie. Donc, par exemple, si dans votre société de marchand de biens, vous avez 50 000 euros, puisque vous avez fait une opération d'achat-revente positive et vous avez 50 000 euros de trésor, eh bien, vous pouvez la faire remonter à la société holding et redescendre dans la société qui fait des investissements long terme pour vous en servir d'apport pour une société long terme. D'accord ? Vous pouvez également faire ce qu'on appelle l'intégration fiscale. C'est-à-dire que si votre société holding est actionnaire à plus de 95% des filles, eh bien, l'intégration fiscale, c'est-à-dire que les pertes d'une société vont être compensées par les gains d'une autre. Donc, c'est vachement intéressant parce que si vous perdez de l'argent, par exemple, sur une de vos structures, vous en gagnez sur une autre, il va y avoir une compensation entre les différentes sociétés. Les différences par rapport à ça, entre le fait de se faire financer, par exemple, par une société civile
et par rapport au fait de se faire financer dans une SAS, c'est que dans une société civile, au niveau du financement, généralement, ça passe par les cellules particuliers. Donc, vous allez avoir affaire aux services particuliers, peut-être à votre chargé de compte particulier. Après, quand vous avez une SAS, là, vous allez rentrer dans les cellules professionnelles. Donc, c'est un autre raisonnement. C'est une autre analyse de risque de la part du banquier. Donc, généralement, le banquier, il va demander un petit peu plus d'apport. D'accord? Si c'est une SAS, par exemple, qui emprunte, il va demander un petit peu plus d'apport que si c'est une SCI. D'accord? Bon, voilà, il y a des petites subtilités comme ça. Je pourrais rentrer plus dans le détail si vous avez des questions par rapport à ça. Mais voilà, il y a des subtilités. Mais en tout cas, retenez que si vous voulez vous professionnaliser dans l'immobilier, qui est le thème de la conférence et de masterclass de ce soir, créez une société le plus rapidement possible et commencez à investir via cette société. Et après coup, donc dans 2 ans, dans 3 ans, là, vous pourrez créer votre société holding. Deuxième grand chapitre, je dirais qu'on va développer, c'est l'achat-revente. L'achat-revente ou ce qu'on appelle le marchand de biens. Je vous rappelle que dans la première partie, donc je vous conseille de multiplier les opérations à forte rentabilité, donc d'aller à chaque fois au taquet de votre capacité d'endettement. Oui, chose également que j'ai oublié de vous préciser également, ça peut être intéressant pour vous, c'est que si vraiment vous voulez pas être salarié, dès maintenant, vous pourriez aussi créer votre entreprise et vous pouvez créer votre entreprise de marchand de biens, on va en parler tout de suite, mais vous pouvez créer également d'autres entreprises. Vous pouvez créer, si vous voulez rester dans l'immobilier, vous pouvez devenir agent immobilier, pourquoi pas. Là, il n'y a pas besoin de fonds comme marchand de biens. Vous pouvez devenir entrepreneur en commercialisant ce qu'on appelle de l'immobilier clé en main. Donc, c'est-à-dire que pour le compte d'investisseurs, en fait, vous allez développer de l'immobilier clé en main, vous allez chercher des biens pour des investisseurs, vous allez suivre les travaux pour les investisseurs et vous allez vous faire rémunérer pour tout ça. Donc, c'est de la prestation de service, ça vous évite de prendre des risques financiers et de mettre de l'argent. Vous pouvez ouvrir une conciergerie, il y a plein de métiers autour de l'immobilier et autour de la prestation de service qui existent. Vous pouvez faire de la formation dans l'immobilier, à l'immobilier, pourquoi pas, si vous avez déjà une expérience dans l'immobilier. Vous pouvez également être entrepreneur dans un autre domaine. Moi, j'ai certains étudiants Imosen qui sont entrepreneurs, par exemple, dans l'automobile. Donc, vous pouvez tout à fait avoir une entreprise dans l'automobile qui fait l'achat-revente ou autre, ou qui fait simplement de la vente. Vous pouvez, j'en sais rien, dans les cuisines, par exemple, pour certains d'entre vous qui sont là ce soir, je sais qu'ils sont dans ce domaine, même si c'est pas le domaine le plus porteur, on va dire aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile de vendre des cuisines. Mais voilà, il y a plein de secteurs dans lesquels vous pouvez intervenir. Vous pouvez être également consultant dans le domaine qui est le vôtre. Vous pouvez en avoir marre d'être salarié, vous passez consultant. Et je vous dis ça parce que si vous générez des résultats dans votre entreprise, eh bien, cette entreprise, pareil, vous allez pouvoir l'apporter, si elle est sous forme de société, vous allez pouvoir l'apporter donc à votre société holding, et ça va faire du résultat qui va rassurer le banquier, ça va faire des résultats dans votre groupe de sociétés. Donc, soit les résultats, ils viennent dans les exemples que j'ai pris du marchand de biens, du fait que vous êtes agent immobilier, de l'immobilier clé en main, de la conciergerie, ou je sais pas. Et ça va vous permettre également de faire levier et de financer d'autres investissements, donc derrière à long terme. Donc ça peut aussi avoir un effet vertueux, en fait, le fait d'être entrepreneur et de mettre ça donc dans votre groupe de sociétés avec la holding. Donc maintenant, je vais revenir au marchand de biens, parce que l'achat-revente, c'est vrai que c'est quelque part la voie royale quand on veut vraiment se professionnaliser en immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est que l'achat-revente? Moi, je veux vraiment désacraliser tout ça, démystifier tout ça. C'est simple. L'achat-revente, c'est simplement vous achetez un bien, vous le valorisez, vous le revendez. Alors, bien sûr, on va plus rentrer dans les détails. Donc, quel bien?
Et puis, comment valoriser? On va voir ça. Quel bien acheter? Vous pouvez acheter un immeuble. Je dirais que c'est la base du marchand de biens, du métier de marchand de biens dans l'achat-revente. Vous achetez un immeuble de 2-3 appartements avec des travaux à faire. Vous transformez cet immeuble en copropriété. Vous demandez à un géomètre, ils connaissent ça parfaitement, à un géomètre de transformer votre immeuble en copropriété. Et puis vous allez revendre les immeubles, enfin les appartements, pardon, les uns après les autres. C'est ce qu'on appelle la vente à la découpe. Et là, si la marge est supérieure à 30%, eh bien, il faut y aller. Donc généralement, si vous voulez, quand on achète un immeuble en bloc et qu'on fait quelques travaux et qu'on revend la découpe, on doit trouver de la valeur et on doit retrouver de la marge. Ça, je dirais que c'est la voie royale, c'est quelque part le plus facile. Mais il y a d'autres biais pour être marchand de biens. On peut acheter une grande maison avec un terrain et vous vendez le terrain d'à côté, vous vendez la maison de l'autre. Vous pouvez acheter un bien immobilier, par exemple, vous pouvez acheter un grand appartement. Je vais vous expliquer une opération de marchand de biens qu'on est en train de faire en ce moment sur La Rochelle. On a acheté un grand appartement, enfin de grand, 120 ou 130 mètres carrés. Là, dans une toute petite copro, en plein cœur de La Rochelle, toute petite copro de 3 appartements. La particularité de cet appartement, c'est qu'il avait 2 entrées en fait. Donc, on sépare les deux le grand appartement, on en fait 2, donc on divise en 2, on fait des travaux, et voilà, c'est une opération, globalement, c'est une opération autour de 400 000 euros, on va dire, donc l'achat plus les travaux, etc., une opération à 400 000 euros, et on est, alors, c'est sous forme de promesse, donc on va démarrer les travaux, on achète là le mois prochain, on démarre les travaux, il y a 3 mois de travaux, c'est assez rapide, et on va revendre avec une plus-value de 30%, donc environ 120 000 euros de plus-value. C'est pas très compliqué. Alors bien sûr, ça se trouve pas comme ça. Hein. Il a fallu sourcer un petit peu. Pourquoi La Rochelle? Parce que c'est une ville dans laquelle j'ai habité 18 ans, que je connais parfaitement bien, dans laquelle j'ai des relais. C'est pour ça que ils m'ont apporté cet appartement. Mais ça, vous pouvez le faire un petit peu partout. C'est une opération assez simple. Alors La Rochelle, c'est une ville chère, donc même 120 mètres carrés, c'est cher à l'achat, mais cher également à la vente. Il y a des villes, bien sûr, qui sont beaucoup moins chères. Donc, la division, c'est une excellente opération. Donc, vous achetez une grande maison, vous la divisez en 2 ou en 3. On avait fait ça, nous, au Pays Basque, on avait acheté une grande maison avec un grand terrain et on a vendu le terrain d'à côté. On a divisé la maison en 3 et on a vendu en 3 lots séparés et on a fait donc une opération de marchand là-dessus. Autre exemple d'opération, on fait actuellement une opération sur Alicante, donc en Espagne. Donc, c'est une maison qu'on a complètement rénové, refait à neuf, on va dire, et qu'on revend. Donc ça y est, la rénovation est terminée, les extérieurs sont en train d'être terminés, la piscine est en train d'être terminée, etc. Et on va la revendre avec une plus-value là de 50%. Donc beaucoup plus importante que ce qu'on ferait en France, parce que c'est l'Espagne, parce que c'était aussi une belle opération. Donc si vous voulez, bon là on est sur une opération, pareil, on est sur une opération qui nous est revenue à peu près à 400 000 euros. Et la marge sera d'à peu près 200 000 euros. Vous voyez, c'est des exemples que je vous donne, sachant qu'il y a des clés quand on achète donc comme ça en marchand de biens pour valoriser le bien. Comme je vous le disais, il faut trouver la clé en fait pour donner la valeur au bien. Donc je vous ai donné un exemple de division. On peut séparer le terrain, etc. Comme je vous ai dit. Un exemple de rénovation avec la maison d'Alicante. Alors bien sûr, tout ça, je pourrais passer 1 heure dessus, vous expliquer comment on a fait, comment on a trouvé l'entreprise, etc. C'est pas le but. Hein. Là, je vous donne les grandes lignes, bien évidemment. Bon, ceux qui veulent aller peut-être plus loin pourront se rapprocher de moi et puis je pourrais bien sûr vous expliquer les choses de manière plus précise. Mais je vous donne les grandes masses et je vous donne le champ des possibles. En fait, c'est ça mon idée donc aujourd'hui. Oui, autre exemple, pardon, j'étais sur la division, sur les travaux, mais également il y a l'agrandissement. Il nous est arrivé, nous, de faire des opérations de marchand de biens sur lesquelles il y avait, sur des petites maisons, par exemple, qu'on a agrandi, on a fait des chambres en supplément, ce qui a donné de la valeur, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de chambres, donc ça a donné de la valeur
à la maison. On a créé des salles de bain aussi, parce qu'aujourd'hui, ça se valorise. Vous pouvez, par exemple, avoir une maison avec 3 chambres et une petite maison, ou même un appartement avec 3 chambres, mais il n'y a qu'une seule salle de bain. Vous faites une chambre par salle de bain, les gens aiment bien ça valorise la maison et ça va lui donner de la valeur. Peu importe, mais il faut juste trouver la clé qui va donner de la valeur à la maison. Et ça, c'est du bon sens. Alors, bien sûr, ça s'apprend, ça se valide, mais sincèrement, c'est beaucoup de bon sens. Et ça, chacun d'entre vous, vous pouvez y arriver. Une des clés dans le marchand de biens également que je voudrais vous partager, c'est le fait de faire tourner le plus rapidement possible. Donc, le fait de revendre le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si vous faites une opération de marchand de biens, vous allez acheter un bien, eh bien, commencez pour que ça tourne le plus rapidement possible, pour pas immobiliser de l'argent trop rapidement. Faites faire, par exemple, tous les devis dans la durée du compromis de vente. Ce qui fait que dès que l'acquisition est réalisée chez le notaire, eh bien, vous démarrez les travaux. Là, sur on vient d'ouvrir un hôtel sur Biarritz. Vous pourrez regarder, ça s'appelle l'hôtel Barnéa à Biarritz. Il a ouvert il y a 10 jours, donc c'est tout frais. Et il y a eu 5 mois de travaux. Et si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a acheté le 15 octobre 2023. Je peux vous assurer, donc on est passé chez notaire le 15 octobre. Le 16 octobre, il y avait une entreprise générale pas une entreprise générale, une entreprise sur place avec 10 personnes. Et la démolition commençait, les travaux commençaient le lendemain. Tout simplement parce que pour nous, c'est hyper important d'ouvrir le plus vite possible. Et ces travaux, ils auraient pu durer 7-8 mois. Ils ont duré, on a compressé, ça a duré 5 mois, ce qui fait qu'on a pu ouvrir. Alors, je voulais ouvrir pour le week-end de Pâques. Bon, ça a été décalé de 4 jours. Bon, c'est pas dramatique. 4 jours de décalage. Mais voilà, allez voir, je vous dis, tapez, je fais en même temps un petit peu ma pub. Hôtel Barnéa sur Biarritz. Sur Booking par exemple, les premiers commentaires sont vraiment sympas. Voilà, c'est pas forcément ça, bien sûr, que vous allez faire. Donc, je vous dis encore une fois, mais peu importe ce que vous allez faire, ce qui est important, c'est que vous donniez de la valeur à votre investissement et que vous utilisiez donc quelques clés comme celle de démarrer les travaux le plus vite possible, de faire le plus court possible et de faire tourner. Bon, l'opération de Biarritz, c'est pour garder, hein, c'est une opération long terme pour nous, mais on fait également, donc, comme je vous l'ai dit, des opérations d'achat-revente. Et là, on réussit pas toujours, mais on tente de les faire tourner le plus rapidement possible. Quand vous achetez un bien, encore une fois, c'est pas parce que le bien est affiché à 100 000 euros, si j'en ai un exemple, que vous allez acheter 100 000 euros. Aujourd'hui, si le bien a quelques défauts, si vous négociez bien, vous pouvez avoir des décotes de 10, 15, 20, 30%. Il n'est pas rare aujourd'hui, surtout si le bien a quelques défauts au niveau du classement énergétique, etc., eh bien d'avoir des décotes de 30%, voire plus même. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Je vous dis, il n'y avait pas ça il y a 1 an et demi, 2 ans, on n'avait pas de possibilité de négocier. Aujourd'hui, c'est énorme et c'est top parce que j'ai l'impression que le marché est en train de repartir. La crise immobilière commence à s'éloigner avec la baisse des taux d'intérêt. On voit que depuis le début, enfin tous les relais que j'ai aujourd'hui montrent, agents immobiliers ou autres, montrent que partout en France, il y a plus de visites, il y a plus d'offres, il y a plus d'acquisitions, bon, etc. Donc ça reprend légèrement, mais ça reprend. Donc il est possible qu'en 2025 ou 2026, on n'ait plus la même capacité de négociation qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment, profitez-en. Autre point également que je voudrais souligner sur le marchand de biens qui me semble essentiel, c'est le marchand de biens. Bon, c'est pas des opérations qui ont beaucoup de risques, mais on ne sait jamais. Moi, en 35 ans, j'ai vécu donc plusieurs crises immobilières, mais j'ai vécu aussi des crises personnelles. Tout est possible. Voilà, on ne sait jamais. Il peut y avoir une guerre. On ne sait pas ce qui peut se passer. Pas forcément en France, mais même ailleurs, mais en tout cas qui fait peur aux gens et qui bloque le marché. Et donc, si le marché est bloqué au niveau de la revente, ayez un plan B. Et le plan B, c'est quoi? C'est la mise en location. Exemple, notre appartement de La Rochelle, bon, aucune raison qu'il ne se revende pas, donc on va le mettre en vente en juillet, enfin les 2 appartements là, le grand appartement qu'on divise en 2. Mais admettons qu'il ne se vende pas, pour X raisons, eh bien, on le meublera et on le louera. Et si, bien sûr, j'ai fait la simulation, si on le meuble
Et si on le loue, on a une rentabilité supérieure à 10%. Donc, dans tous les cas, on gagne, si vous voulez. Mais parce que j'ai le double regard. Donc, ayez toujours un plan B. Notre opération de marchand de biens d'Alicante, même chose. Si jamais c'est pas meublé pour l'instant, mais si on n'arrive pas à le revendre dans les 3-4 mois qui viennent, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne le revende pas, mais on ne sait jamais. Je suis prudent, on meuble, on loue. Et alors, on loue en courte durée, c'est plus facile parce que comme ça, on peut continuer à faire les visites et le jour où ça sera vendu, eh bien, on arrête la location. Mais au moins, la location permet de payer les frais financiers si on a ou de récupérer un petit peu d'argent. Donc, soyez prudents quand vous faites de l'achat-revente. En tout cas, moi, c'est pour les personnes que j'accompagne, c'est vraiment mon maître mot. Voilà, j'ai vécu tellement de situations, tellement de trucs, j'ai aussi tellement d'étudiants qui ont vécu des situations étonnantes que prudence. Et c'est pas parce que on devient un entrepreneur de l'immobilier, qu'on se professionnalise dans l'immobilier, qu'il faut devenir prendre des risques à tout va, etc. C'est jamais ça que je vous conseillerais. En tout cas, pour les gens qui travaillent avec moi, vous le savez. Voilà, je suis quelqu'un de prudent. J'ai toujours un plan B ou un plan C. Toujours. Autre point également, et je vais terminer là-dessus, puis après je vais répondre à vos questions, c'est le fait, et c'est peut-être le plus important, étonnamment, c'est le fait d'avoir le bon état d'esprit en fait. Le bon état d'esprit de l'entrepreneur. Alors, certains d'entre vous sont peut-être entrepreneurs dans l'âme, d'autres vont se lancer dans l'entrepreneuriat pour se professionnaliser dans l'immobilier, et tout ça, c'est OK, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais je vais vous donner quand même quelques clés par rapport à l'état d'esprit. Tout d'abord, alors moi j'ai pas mal d'étudiants qui me disent, que j'accompagne, qui me disent « Bah oui, mais tu me conseilles quoi? Je me lance, par exemple, tu me conseilles quoi? J'investis dans les parkings, j'investis dans un appartement, dans une maison, et j'investis où ?» J'ai pas de réponse toute faite. Si j'avais des réponses toutes faites, ça serait simple. Je vous dirais, bah voilà, vous commencez à un point A, vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver au point Z dans quelques années et vous serez riche et heureux et libre financièrement. Malheureusement ou heureusement, ça se passe pas comme ça. Tout dépend de vos points forts, tout dépend de vos qualités, tout dépend de vos talents, tout dépend de qui vous êtes vraiment. Donc la première question à vous poser, je m'explique par rapport à ça, c'est de bien connaître vos points forts, vos points faibles, vos qualités, vos talents, vos dons particuliers, et selon vos talents, vos dons, vos points forts, eh bien là, je vais vous orienter vers le type d'investissement que vous allez faire. Exemple, j'ai certaines personnes que je suis en mentorat qui sont plutôt des créatifs et qui veulent plutôt des investissements atypiques. Et c'est une bonne idée. Investissement atypique, par exemple, ils vont créer des love rooms, ils vont créer des cinéma rooms, ils vont créer, j'en sais rien, mais des cabanes dans les arbres, vous voyez, des choses atypiques. Bon, c'est un créneau, et c'est intéressant, c'est un bon créneau, mais qui correspond exactement au profil de la personne à laquelle je pense. Puis j'ai d'autres personnes, elles veulent de la rentabilité, de la sécurité. Eh bien, là, j'ai plutôt les conseillers d'investir dans un immeuble à forte rentabilité, peut-être un immeuble de 2-3 logements qu'ils vont pouvoir diviser, éventuellement lancer en marchand de biens. Vous voyez, tout dépend de qui vous êtes. Et ça, je pense que c'est important d'aller le chercher. Puis après, bien sûr, l'immobilier, c'est très large. Vous ne pourrez pas être bon partout et vous ne pourrez pas être partout non plus. Vous ne pourrez pas... certains sont bons dans la décoration, certains sont bons dans les travaux, certains sont bons dans la gestion, certains sont bons dans le sourcing, aller chercher les biens immobiliers, certains sont bons dans la location, enfin bref, il y a plein de possibilités. Donc, là où vous êtes bon, bah, allez-y, bien évidemment, éclatez-vous là-dessus, mais là où vous êtes moins bon et que vous sentez moins, vous vibrez moins, déléguez-le. Moi, par exemple, je suis pas très bon en décoration, je suis pas très bon en travaux, je délègue. Et moi, c'est pas ce qui m'amuse le plus d'aller à une réunion de chantier pour voir si les travaux sont bien conformes, etc. J'y vais de temps en temps, bien sûr, j'ai les réflexes. Mais vous voyez, c'est pas trop mon truc, je délègue. Sur la décoration, je délègue. Alors, ça pourrait être un architecte d'intérieur. Une d'entre vous est architecte d'intérieur, et ça, c'est top. Moi, j'ai ma femme qui a ce talent-là. Par exemple, ceux qui sont allés voir l'hôtel Barnéa, par exemple, sur Booking, vous allez voir les photos. Ça a été décoré par Valérie. Voilà, j'ai cette chance. Moi, j'aurais été incapable de faire ça. Mais voilà, je me connais. Donc, je vais là où je suis bon.
Et vraiment, il faut que ça soit la même chose pour vous. Il y a aussi une chose que je fais, c'est que moi, je me pose beaucoup de questions et si vous voulez, je considère que je sais rien. Alors, pourtant, ça fait 35 ans que je fais de l'immobilier. Vous allez me dire, ouais, mais je me remets tout le temps en question. Puis en plus, le marché change. Le marché, c'est pas du tout le même aujourd'hui qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, mais complètement changé tout le temps. Donc, il faut s'adapter. Et donc, il faut se remettre en question, se remettre en cause, s'adapter en permanence. Et ça, c'est une qualité que j'ai, mais que je vous invite également à avoir. Donc, partez du principe, même si vous connaissez, même si vous avez déjà fait 10 opérations de marchand de biens, partez du principe que vous ne connaissez rien. Remettez-vous en question, posez des questions aux fiscalistes, posez des questions à l'architecte s'il y en a un, posez, enfin, etc., etc. Vous voyez, c'est ça qui m'a aidé, par exemple, en Espagne, où, d'ailleurs, heureusement, parce que bon, on n'investit pas en Espagne comme on investit en France. Et c'est le fait j'ai posé énormément de questions. J'ai été très humble. D'abord, les gens, ils savaient même pas ce que j'avais fait. Les gens à qui j'ai acheté, ils savaient pas que je faisais des formations en immobilier, ils savaient pas que je faisais des webconférences, etc. Ou ils savaient même pas qu'on avait beaucoup d'investissements chez nous. Peu importe. J'étais très humble, mais j'ai posé les bonnes questions. Et ça, c'est important. Écoutez également votre intuition, votre ressenti. Par exemple, dans les formules d'accompagnement que je propose, nous, il y a un coach, ça peut paraître étonnant, mais il y a un coach qui fait partie de notre équipe qui est spécialisé sur l'intuition. C'est-à-dire comment vous connectez à votre intuition et comment vous connectez aux réactions de votre corps, à vos réactions corporelles. Bon, ça peut paraître étonnant, on parle d'investissement immobilier, et pourtant, l'intuition ou le ressenti, c'est essentiel. Moi, quand j'arrive dans un bien immobilier, je me connecte à mon intuition, à mon ressenti, je peux vous assurer que ça va beaucoup plus vite. Alors bien sûr, je vérifie parce que j'ai peut-être pas encore confiance à 100% dans mon intuition, et je devrais, parce que mon intuition, elle a toujours raison. Mais je vérifie quand même aujourd'hui, donc je fais mon budget, etc. Je regarde si tout passe. Mais la première chose que je regarde, c'est qu'est-ce que je ressens quand je suis dans le lieu, quoi. Et là, par exemple, sur Saint-Jean-de-Luz ou par exemple sur Biarritz, nos 2 derniers gros investissements hôteliers, et sincèrement, je me suis senti bien à chaque fois, et donc je savais que c'était là que je devais aller, et je savais même que ces immeubles étaient pour nous. Donc ça c'est aussi un point important. Connectez-vous à votre intuition, à votre ressenti, et puis sachez de quoi vous avez vraiment envie. Bon, bien sûr, est-ce que vous aimez l'immobilier? De quoi vous avez vraiment envie, en fait? J'ai vu que certains avaient des projets parallèles, on va dire, à l'immobilier, et c'est OK. Et l'immobilier est un outil pour vous, peut-être, pour réaliser vos projets de cœur. C'est parfait. Moi, personnellement, je suis passionné par l'immobilier. J'adore visiter un bien immobilier, j'adore faire des projections par rapport à ça. J'adore ça. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vraiment, vous voyez, vibrer? Puis à partir de là, vous émettez une intention claire et précise. Par exemple, vous souhaitez vous professionnaliser, vous en avez marre de votre travail, ou je sais pas, ou vous souhaitez, vous faites déjà des opérations de marchand de biens, vous souhaitez aller plus loin. Eh bien, émettez une intention claire et précise. Je souhaite être libre financièrement dans 1 an. Je souhaite gagner, j'en sais rien, 10 000 euros par mois dans 3 ans. Enfin, j'en sais rien. Peu importe, c'est différent chez chacun d'entre vous. Il faut vraiment que vous croyiez, par contre, dans l'intention que vous allez émettre. Mais si l'intention que vous allez émettre, en fait, vous vous sentez bien avec elle, sincèrement, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et vous allez l'obtenir. Donc, voilà, ça c'est un point important qui peut paraître un petit peu étonnant, mais quand on parle d'investissement, on parle de rationalité, etc. Mais pour moi, aujourd'hui, en tout cas, l'irrationnel est au moins aussi important que le rationnel. Et si vous arrivez à lier les deux, alors là, vous allez faire vraiment des miracles. Donc, la conjoncture aujourd'hui est très favorable à l'immobilier. J'en ai parlé un petit peu là pendant l'heure qu'on a parlé ensemble. Mais je suis convaincu. Enfin, on voit que la crise immobilière est en train de se terminer, que l'immobilier reprend. Donc, il y a vraiment une fenêtre de tir pour accélérer ses investissements ou se lancer en 2024. Je dis pas que
ça sera trop tard en 2025 ou 2026. Mais il y a une fenêtre de tir vraiment qui est bonne. Bon, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'investis dans l'immobilier depuis 35 ans. Chaque année, que les prix soient hauts, que les prix soient bas, que les taux d'intérêt soient hauts, que les taux d'intérêt soient bas, enfin bref, j'investis tout le temps. Donc, je me pose pas de questions. Donc, bien sûr, il faut faire la même chose si vous voulez vraiment devenir vous professionnaliser en immobilier. Mais c'est quand même une fenêtre de tir qui est sympa. Donc, je vous encourage à pas tarder trop pour faire des investissements en 2024. Vous avez encore un pouvoir de négociation qui est important. D'autant plus que, je l'ai abordé un petit peu, d'autant plus que si la crise de l'immobilier est en train de se terminer, la crise du logement, elle, est là. C'est-à-dire que la construction neuve s'est totalement écroulée. Moi, j'ai des amis promoteurs immobiliers, pas mal d'amis promoteurs immobiliers. Certains ont arrêté tout développement, arrêté de réserver de nouveaux terrains. Certains ont du mal à écouler leur stock actuel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette crise du neuf, elle n'est pas prête de se terminer. Ça, c'est sûr, parce que les cycles de l'immobilier sont très longs. Si vous voulez, admettons que ça reparte en 2020, admettons, c'est même pas sûr, mais admettons que le neuf reparte en 2025, la construction neuve, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les promoteurs vont commencer à trouver de nouveaux terrains, à réserver de nouveaux terrains, à déposer des permis de construire. Le temps d'avoir le permis de construire, le temps de construire, le temps d'avoir les financements, etc., il va s'écouler 2, 3, 4 ans. Donc, cette crise du logement neuf, elle va durer. Et nous, investisseurs immobiliers, professionnels de l'immobilier dans l'ancien, il y a un boulevard pour nous. Ça, je peux vous assurer qu'il y a un boulevard pour nous. Là, il y a dans les 5 ans qui viennent, peut-être dans les 10 ans qui viennent, il y a un vrai boulevard et on va vraiment s'éclater. Enfin, pour ceux qui veulent continuer à aller de l'avant. J'en suis vraiment convaincu. Donc, bien évidemment aussi, je voudrais aussi démystifier les choses. Quand on est entrepreneur dans l'immobilier, quand on se professionnalise dans l'immobilier, je ne vais pas vous dire, parce que ça serait vous mentir, que tout est toujours facile, tout est toujours léger, tout est toujours fluide. Sur la première opération que vous allez faire, vous allez gagner 200 000 euros, vous allez être heureux. Peut-être, ça peut se passer comme ça, mais pas toujours. De temps en temps, vous avez des difficultés. De temps en temps, vous allez avoir des obstacles. De temps en temps, il faudra faire également acte de résilience. Ça, c'est important. Vous savez que je vous ai dit que j'avais traversé de nombreuses crises personnelles. Bien sûr qu'en permanence, j'ai des difficultés, mais moi, je transforme chaque difficulté en opportunité, à chaque fois. Ça peut vous paraître étonnant, mais à chaque fois, là, par exemple, sur l'Espagne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'immeuble qu'on a raté, sincèrement, pourtant, j'y croyais à cet immeuble. On l'a raté. Quand j'ai appris ça, allez, pendant 2 minutes, j'ai serré les dents et les poings. Et sincèrement, 2 minutes après, je me suis dit, c'est très bien. C'est très bien. C'est parfait. Parce que je sais qu'il va y avoir mieux derrière. Je sais que à chaque fois qu'il y a un refus, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et quand vous avez cet état d'esprit-là, sincèrement, ça change tout. Parce que j'aurais pu, il y a quelques années, j'étais comme ça, j'aurais pu me renfrogner, j'aurais pu résister, je dis mais c'est pas possible, comment c'est pas possible que j'ai pas eu ce bien immobilier, il était pour moi, ça c'est sûr et tout, etc. Et j'aurais été en énergie basse pendant des mois et des mois, ou des semaines et des semaines. Non, là ça dure 2 minutes et je repars en énergie haute. Et ça, c'est un état d'esprit que je construis, hein, j'ai pas réussi ça en 2 jours. Mais je l'ai construit au fur et à mesure. Et moi, je suis là, en tout cas pour les gens que j'accompagne, je suis là pour rappeler à chaque fois que c'est des choses hyper importantes. Donc, sachez que j'apprécie vraiment beaucoup d'aider des personnes à se professionnaliser, d'aider des personnes à devenir des professionnels de l'immobilier. Donc, je le fais depuis quelques années, je le fais sous forme de mentorat, en accompagnement individuel. Et là, pour la première fois, en fait, pour la première fois, je le fais, je vous en parle. Alors, ça va concerner vraiment que quelques-uns d'entre vous, mais si quelques-uns d'entre vous ont un intérêt pour ça, sachez que c'est le moment. Donc là, je vais répondre à vos questions, mais juste je vous en parle 2 minutes. Ceux qui souhaitent se professionnaliser, ceux qui souhaitent devenir des professionnels donc de l'immobilier et qui ont besoin d'un accompagnement. C'est pas une obligation, hein, bien sûr, vous pouvez faire par vous-même, mais c'est vrai que souvent on fait des erreurs et on perd du temps. Donc si vous vraiment voulez faire le minimum d'erreurs
et ne pas perdre de temps et aller rapidement, vous professionnaliser rapidement. Voilà, on a créé avec Franck, donc mon adjoint, une formule. Alors il y a toujours la formule de mentorat qui est possible chez nous, qui donne un accompagnement individuel, mais on a créé une formule qui est une formule de mastermind, en effet, qui est toute récente, hein, c'est la première fois qu'on le fait, mais on a eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient se professionnaliser. Donc on va réunir quelques personnes, ça sera limité à 10, pas plus. Donc on va réunir quelques personnes qui souhaitent se professionnaliser et qui veulent se lancer donc dès maintenant. Et qui veulent se professionnaliser donc en toute sécurité, en évitant des erreurs et en allant rapidement, bien sûr, parce que évidemment, si vous voulez vous professionnaliser dans les 10 ans qui viennent, ce qui est aussi une possibilité, c'est pas pour vous, mais voilà, c'est une possibilité. Sachez qu'alors j'ai rien à vous vendre parce que je vous en parle pas plus ce soir. Je vous donne pas de prix, je vous donne pas. Alors bien sûr, il y a un coût, bien évidemment, parce que c'est un accompagnement dans lequel il y a un accompagnement personnel, il y a un accompagnement de groupe, bon, etc. Mais voilà, ça peut concerner quelques-uns d'entre vous. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure, eh bien, vous allez avoir possibilité de prendre un rendez-vous avec moi parce que je veux en parler avec vous, voir si vous voulez. Moi, j'ai des formules d'accompagnement qui sont pas très élevées par rapport à certains de mes confrères. En revanche, je souhaite vraiment accompagner des personnes qui sont dans mes valeurs, des personnes avec lesquelles j'ai envie d'avancer. Donc, on pratique une sélection, en fait. Voilà, c'est pas tout. Voilà, je veux pas, c'est pas de l'argent pour l'argent. Je veux pas accompagner 50 personnes parce que je vais gagner l'argent. Non, sincèrement, je préfère accompagner beaucoup moins de personnes, mais des personnes, voilà, avec lesquelles je suis en phase avec avec lesquelles on est en phase et avec lesquelles on a des valeurs communes. Donc pour ça, j'ai besoin d'échanger avec vous. Alors, les personnes que je connais, ça y a pas de souci, mais les personnes que je connais pas, je souhaite d'abord échanger avec vous, avoir un entretien avec vous, savoir si cette formule d'accompagnement mastermind dont je vous ai parlé, ou mentorat d'ailleurs, est faite pour vous. Et à ce moment-là, bien sûr, je vous donnerai les tarifs, etc. Donc, si ça vous appelle, voilà, il n'y a aucun engagement, bien évidemment. Mais voilà, moi, j'ai toujours plaisir à discuter avec vous, discuter de vos projets, discuter de votre projet de professionnalisation. Voilà, vous souhaitez devenir un professionnel de l'immobilier, ou vous êtes déjà un professionnel de l'immobilier, vous voulez aller plus loin. Cet appel stratégique, il est pour vous. Voilà, je voudrais voir avec vous si mon accompagnement peut vous être bénéfique ou pas, bien évidemment, et je ne pousserai surtout pas à la vente.